avec Tchekonta, les choix que vous allez faire, seront-ils des choix pour alimenter, nourrir le système capitaliste, ou des choix pour reprendre, renouer avec la civilisation de l'entraide qui était la vôtre? Et vous n'aurez jamais assez à produire, à construire, à fabriquer, à proposer. Parce que c'est extraordinaire ce qu'il y a à faire. Vous regardez l'esthétique, rien que l'esthétique que j'ai travaillé vraiment à fond. Franchement, ce n'est pas une seule usine qu'il faudra. C'est une usine pour les bijoux, une usine pour les shampoings. Vous avez utilisé jusqu'à maintenant les shampoings des Occidentaux. Ils ont des cheveux gras, ils créent des shampoings alcalins. Vous détruisez vos cheveux en utilisant leurs shampoings. Votre civilisation vous a appris comment fabriquer vos shampoings. Avec du gombo, avec des coquelicots, avec ci, ça, pour les nourrir et les hydrater. Eh bien non, tout le monde, parce que les emballages sont beaux. Les industries du cosmétique occidental, elles n'ont rien à foutre de votre texture. Ce qu'elles veulent, c'est vous vendre leur surplus, parce qu'elles ne travaillent pas pour vous. Elles travaillent d'abord pour leur peuple, qu'elles connaissent, puisque si on fait des shampoings alcalins, c'est parce qu'on sait que les cheveux des blancs est un cheveu gras, mais le cheveu des noirs est sec. Le sébum n'arrive pas jusqu'au bout pour une raison, la raison que la racine est plate, donc le sébum ne remonte pas. Eh bien, les Africains savaient, ils savaient se coiffer. Ils ont inventé un peigne afro qui est un génie extraordinaire. Ils ont inventé des crèmes pour leur peau. Ils ont du collagène qu'aujourd'hui on recueille pour nourrir la peau des femmes blanches parce qu'elles ont une peau plus fine. Donc, il y a tellement de génie. Je ne sais pas comment vous dire. Ouvrez vos yeux. Essayez de vous regarder yeux dans yeux. Mais oui, parce que vos yeux sont partout. Ils sont extériorisés, je ne sais pas. Eh bien, moi, j'ai eu envie de regarder ce que nous faisions pour comprendre. C'est pour ça que je défends donc une civilisation qui n'a aucun effort à faire pour reprendre sa place et pour être extraordinaire, briller, parce que les racines sont là, elles n'ont pas disparu. Il suffit d'aller dans quelques campagnes sur le continent. Regardez les chefferies comme elles existent. Vous allez, vous êtes reçus, et puis toute cette manière de donner des cadeaux, c'est incroyable. Moi, j'ai dit aux Africains, mais arrêtez, ils vont vous piller. Ils m'ont dit, ah mais non, nous, c'est comme ça qu'on est. Donc ils ont cette force-là. Nous, c'est comme ça qu'on est. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de changer. Mais dans les espaces urbains qui ont produit une race d'Africains et de Noirs de diaspora complètement déracinés, décérébrés, comme on dit, c'est normal. Vous n'avez plus d'arrière-pays. C'est normal que vous soyez mal. Mais n'allez pas dire que vous êtes responsable de tout ça. C'est un système qui vous produit. Donc, allons regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous dis un petit peu la personnalité du larbin. Alors, c'est une petite vidéo qui essaie d'expliquer ce qui frappe chez les personnes qui sont au service. Là, on ne parle pas de noir. Moi, je vous parle d'une figure du larbin en particulier, d'une personne qu'on a complètement formatée pour servir les dominants et qui s'oublie. Alors, regardez, écoutez un petit peu, hein, prêtez-moi un peu d'attention. Donc, syndrome du larbin, fléau des temps modernes. Donc, j'ai mis les sources, je pourrais vous les donner. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Les classes les plus favorisées, les races les plus favorisées, les peuples les plus favorisés. On peut décliner ça, d'accord ? Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique incitant à agir à l'encontre de ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Vous voyez, toujours le sens de ses intérêts qu'il n'a pas. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il évoque
inlassablement, n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin, celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paie pas d'impôts, donc celui-même qui vous vend le bouclier fiscal alors même qu'il ne paie pas d'impôts. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent ou de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin cautionne tous les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet. Par exemple, pas bien au gouvernement, il a intérêt à bien se planquer parce qu'on a besoin de lui là pour le moment, mais on ne sait pas combien de temps, même Achille Bembé et puis d'autres, Macky Sall et tout. Deux théories s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome. Vous voyez, on n'est pas dans des couleurs, on est vraiment dans une psychologie du personnage. Donc il y a deux thèses, deux théories, la thèse génétique, donc c'est dans son ADN, ou bien la pathologie mentale, c'est un malade. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leur maître. Pour nous, ça serait l'esclavage, par exemple. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestiques au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'Homo larbinus. Ben chez nous, c'est ce qu'on appelle des puits génétiques. Pour résister à la violence des maîtres et du système esclavagiste, nous avons développé des compétences qui ont fait que nous avons survécu, mais en tant que Homo larbinus, beaucoup. D'accord? Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait similaire à celui de la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliqué à l'homme. Deuxièmement, pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif ou cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Donc il a besoin de justifier quand même pourquoi il est soumis. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui imitent, qui sont contents, qui voudraient être aussi riches que le maître. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose mettre en cause les privilèges des plus fortunés. Chez nous, c'est des briquets. Il faut voir le nez, comment ils les défendent. C'est leur corps même qui sert de bouclier. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ces messages distillent la peur et l'intimidation dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit indistinctement, ou instinctivement plutôt, une succession de termes caractéristiques qu'il essaie de glisser dans son discours. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement comme le croit chez les plus démunis, comme on le croit chez les plus démunis. Il affecte une large fourchette, c'est bon, je peux continuer? Il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie de 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie dont l'étude de ces disciplines semble en aggraver les symptômes. D'accord? Le paysage politique avec l'élection d'un président au service des plutocrates révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. La situation est grave, mais n'est peut-être pas complètement désespérée, et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité.
D'accord? Donc, pour expliquer les effets de la formation dans la culture occidentale, donc il y a des choses qu'on peut dire. Là, est-ce que vous saisissez ce qu'on peut prendre dans ce syndrome pour comprendre, analyser nos problématiques? D'accord. Donc, je vais lire rapidement ce qu'on peut dire. Vous voyez, quand nous sommes, en tant que chercheurs, quand nous avons à faire, essayer de comprendre, moi, je veux absolument sortir de la racisation. Comme donc pour le dernier livre, Impact du racisme, je montre aux gens qu'il faut qu'on sorte des problématiques sociologiques. On a fait du noir une somme de problèmes. Le racisme, les discriminations, les ci, les ci-là. Donc on a tout pris dans son ADN et on lui a dit voilà ce que tu es. Alors que les problèmes qu'on étudie dans les sociétés occidentales et malheureusement maintenant aussi chez nous, ce sont des problèmes qui sont nés de la rencontre, enfin de la confrontation d'une civilisation qui ne veut de l'autre que comme main-d'œuvre, etc., etc. Et ça crée des difficultés parce qu'au fond, il n'y en aurait pas si les Blancs acceptaient que les Noirs sont des citoyens comme les autres et que quand ils ont étudié, ils ont droit à une reconnaissance sociale et à une intégration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent que être intégrés. Et ceux qui ne veulent pas, ils retournent chez eux. Mais beaucoup de Noirs restent en Europe, ils veulent être intégrés. Et ils souffrent d'un racisme, donc vous allez voir, je sors la problématique du complexe, du rejet, etc., de l'ADN des Noirs, et je leur dis, attention, n'allez pas dans ces directions-là, parce que rien qu'à nous chercher dans les problèmes, nous ne nous trouverons jamais, puisque nous ne sommes pas des problèmes, on nous fait des problèmes. Donc c'est un fait social, comme le dit Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie française. On fait des problèmes aux Noirs, c'est un fait social, qui peut aller même à être un fait politique. Eh bien ce fait-là a des répercussions sur la personnalité des Noirs. Donc tous les gens qui souffrent de racisme ou de rejet ou de difficulté de s'intégrer, ou même d'être embauchés, travailler à diplôme égal, pourquoi ils sont soit moins payés, soit pas embauchés, soit... Il y a le film de Benguigui, donc j'ai exposé un peu sa théorie, pourquoi les jeunes super diplômés qui sont de l'immigration, bon, elle prend le cas de Africains, Noirs et Arabes, etc. Et donc, elle montre qu'ils sont tous en train de dégringoler, c'est-à-dire comment vous dire ça, de s'employer, donc ils sont hyper qualifiés pour des emplois très sous-qualifiés. Et donc ils perdent, non seulement le système bénéficie de leur hyper qualification, mais ils ne sont pas payés en contrepartie, alors que les autres, les blancs, etc., les privilégiés, ils ont le droit. Donc les racisés, comme on les appelle, c'est un truc qui est construction de la société, les racisés vont faire en sorte, donc subissent un peu, donnent leur ultra-compétence à une société qui refuse de les payer en conséquence. Et donc, pour survivre, ces gens-là, ces formés-là de bonne école, eh bien, ils se sous-emploient pour rester dans le système. Donc, il y en a beaucoup qui font des dépressions, maladies, machin. Alors, pour le coup, oui, on est un peu dans la psychiatrie. On peut médicaliser pour le coup. Quand les discriminations atteignent ce niveau-là, oui, les gens pètent un câble et ils sont donc de bons sujets pour la psychiatrie. Voyez, donc, sortir de la médicalisation, ou de dire que c'est dans l'ADN des Noirs qu'il y a un problème, c'est vraiment déjà faire sauter voilà, un couvercle qui étouffe les gens. Parce que vous ne voyez pas clair, vous ne comprenez pas, et vous êtes persuadé que c'est vous qui avez un problème. Et de décrypter vos difficultés sous cet angle-là, fait que au niveau de ce que vous pourriez dégager de votre esprit, de votre énergie, de votre génie pour trouver d'autres solutions, vous ne les trouvez pas. Vous êtes enfermé avec vous-même dans l'idée que oui, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce que c'est moi qui, etc. J'ai pas fait assez, donc je reprends un circuit d'études, je refais ci, je me reforme, je me forme, et je n'en finis plus. Mais le système, il est toujours à me dire, tu n'es pas assez bon. Et donc tu ne mérites pas le bon salaire que ton niveau te ferait que tu mériterais. Donc, vous voyez, il manque de la sociologie dans nos débats. Il manque de la conscience que
nous sommes l'objet de manipulations qui sont violentes, qui sont terribles, et elles sont d'autant plus terribles que nous ne voyons pas clair, parce que nous n'avons jamais appris à comprendre le système. Par contre, dans un premier de mes livres qui s'appelle La racisation, j'ai expliqué l'agressivité tournée contre eux. Quand les Blancs ont compris qu'ils avaient besoin, qu'ils auraient besoin du génie des Noirs, eh bien, ils leur ont enlevé, comme je vous l'ai dit au début, leurs ergots, et ils ont fait en sorte que cette agressivité ne se retourne pas contre ceux qui les agressent, vraiment, mais contre eux-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire que les Noirs sont spontanément méchants avec eux-mêmes ou envers eux-mêmes, mais ça veut dire que tout ce que nous vivons quand nous sommes des êtres sociaux, socialisés, ce sont des apprentissages. Donc les Blancs que vous voyez, qui sont très homogènes, soi-disant, ce sont des gens qui sont passés par ce moule-là, de la formation. Vous avez, par exemple, quand ils ont commencé en Europe à dire que, ouais, on est des Blancs, on est une grande famille, eh bien, comment il s'appelle, Erasmus, ben, quand il a inventé, qu'il a écrit ce fascicule avec qu'est-ce qu'il faut apprendre aux filles, aux garçons, etc., les Européens ont traduit ça dans toutes les langues, et dans tous les pays d'Europe, vous avez un substrat de culture qui est vraiment identique, et vous les revoyez partout où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de peuple plus homogène que les Blancs, mais c'est une construction, ils l'ont travaillé, et à mesure qu'ils se travaillaient en tant que peuple qui avait l'intention et la décision pour le faire, d'être le peuple dominant, ils nous ont empêchés parce que nous, on était dans des stratégies d'appartenance, c'est-à-dire que, oui, mais c'est mon pays, c'est ma culture, ben, j'ai une carte d'identité. C'est dedans, là, il y a un volume de culture extraordinaire quand j'ai un papier qui s'appelle carte d'identité ou passeport et que c'est ça qui définit mon identité. Et que j'y crois. C'est mon drame d'y croire. Parce que les Blancs qui sont ancrés dans leur culture, ils vous disent, hé, oh, le français c'est un blanc, hein. Ta carte d'identité là, tu peux te la mettre où je pense. Et je leur dis, vous avez raison. Ça va nous réveiller que vous nous disiez, moi, je suis propriétaire de la culture française. Je dis, par quel biais sommes-nous devenus des Français? Eh bien, je dis, il faudrait peut-être commencer à réfléchir là-dessus. Ça nous donnerait envie de nous autonomiser, de prendre notre destin en main. Une carte d'identité de Français qui est un objet politique ne peut pas définir mon identité d'être humain, qui est investi d'une culture et surtout qui relève d'une civilisation multimillénaire qui a, quand on a la chance, de savoir qui on est. Parce que, à ce moment-là, la puissance que cela vous donne de pouvoir mettre des mots sur vos malaises et de comprendre vraiment d'où vous venez, et comprendre la puissance de ce que vous êtes. Et c'est bien parce qu'il n'était pas question que vous compreniez la puissance dont vous relevez qu'on a cherché, on a utilisé autant de stratégies, de stratagèmes, de manipulations méchantes pour vous faire croire que votre cerveau n'est pas si, votre ceci, votre nez est trop large, votre cheveu est trop fou. Alors aujourd'hui, j'entends même nos femmes dire qu'elles ont un cheveu texturé. Je dis, mais c'est quoi cette invention-là? Ou bien elles font des bijoux ethniques. Je dis, ah bon? Tout va dans le sens de concevoir que le peuple noir, les blancs sont la normalité. Alors, un cheveu texturé, c'est qui ça? Et ils viennent tous me demander des interviews, des conférences. Je dis, moi, je ne réponds pas à vos histoires-là de cheveux texturés. Il n'y a pas un cheveu au monde qui ne soit pas texturé. Ou bien vous me parlez de bijoux ethniques. Il n'y a pas un bijou qui ne soit pas ethnique. Alors, ne venez pas. Si vous changez votre posture intellectuelle, je vais vous faire l'interview. Mais comme ça, là, non. Et donc, il y en a une qui m'a dit, ah, mais c'est vrai, vous avez raison. Oui, mais il y en a qui m'expliquent. Oui, vous comprenez, le cheveu texturé, c'est un cheveu qui... Ah bon? Il est particulier. Il est particulier. Donc il est texturé. Et les autres ne sont pas texturés. Donc il y en a qui comprennent, oui, vous avez raison, effectivement, tous les cheveux. Mais je vous dis, il y en a qui me disent, ah non, mais ça veut dire que le cheveu est texturé en particulier. Voilà. Donc c'est très important que vous compreniez que les postures intellectuelles que nous avons à adopter doivent radicalement changer. Et plus nous connaissons, nous en savons sur nous-mêmes. Donc dans les livres que j'écris, je mets toujours un peu de choses comme ça.
qui font réfléchir. Hein. Donc j'ai beaucoup de retours de nos jeunes, des gens qui font des doctorats, des thèses, des mémoires, maîtrises, etc. Parce que ce sont des choses qu'on ne vous livre pas en termes d'enseignement, qui soient des vrais modules construits et qui vous permettent de vraiment de vous investir dans une appropriation, j'allais dire indiquée, documentée de ce que vous êtes. Donc forcément, vous pataugez. Mais c'est bien ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, qui n'est pas allé au bout de son doctorat, c'est bien. Mais il faut que vous sachiez que plus vous allez comprendre le système, plus vous allez comprendre qu'il vous faut quand même une base pour être dedans, pour ne pas être complètement trimballé. Et à partir de cette base, même si ça ressemble un peu à du réformisme, moi je suis absolument anti-réformiste, mais je comprends comment, parce que j'ai cherché à comprendre, à déconstruire le modèle, ça m'a forcé à aller dans ma civilisation. Ça m'a forcé à aller chercher ailleurs, et c'est parce que j'ai fait ça que je peux vous parler aujourd'hui de choses. Tout à l'heure, si vous voulez, puisqu'on parlait, il faut qu'on se parle des mentalités. C'est capital pour qu'on comprenne en quoi elles orientent, elles organisent nos vies, sans que nous soyons forcément conscients de comment ça se met en place. Mais les mentalités, c'est d'abord un travail de psychosociologie qui est très puissant, qui vous montre que on vous formate et vous allez dans des directions qu'on a voulu pour vous, mais on ne n'est pas militant, Mamaïla. On ne n'est pas militant. Ça veut dire que, moi je dis tout le temps aux gens, vous imaginez que à tout un peuple, vous pouvez leur demander d'être militant, de surveiller, de remettre en question tous les jours. Non, les gens, ils ont appris, ils répètent, ils reproduisent. Et c'est pour cela que d'ailleurs que nos petits chefs sont plus méchants que les chefs des Blancs, que les chefs blancs qui les ont mis en place. Parce qu'il faut montrer aux maîtres qu'on possède bien, on a bien compris qu'on est de bons éléments, voilà, qu'on sait exercer l'autorité, n'est-ce pas? Donc on est toujours plus cruel, on est toujours un degré plus haut que le maître lui-même, parce que le maître, il délègue comme pendant l'esclavage. Au bout d'un moment, au début, il fouettait lui-même, et puis il s'est mis à se dire, oui, moi il faut que je devienne un noble. Donc il est allé dans les salons des Français à Paris apprendre à marcher, à porter, parce que c'était des roturiers, vous comprenez bien sûr, ceux qui sont arrivés chez nous. Donc on apprend à marcher, à regarder, à poser, à élever la voix, et on dit, voilà, on est devenus des nobles. Et on rentre à la maison et on joue à ceux qui sont machins, et on ne veut plus frotter le nègre parce que le sang gicle, la chair gicle, on ne veut plus tout ça, plus toucher du nègre. On prend quelques nègres là, bien dociles, qui disent, oui, voilà, je ferai tout ce que tu veux, à genoux si tu veux, et qui lacéraient, au lieu de donner 50 coups de fouet, ils en donnaient 200 parce que ça montrait au maître qu'ils étaient plus compétents même que le maître, sauf qu'ils n'ont jamais délogé le maître. Mais vous voyez, je caricature parce que c'est comme ça que nous sommes nés, dans ça que nous sommes. Un tralala, une chose horrible, une culture moche, laide, elle sent mauvais. Moi, c'est comme ça que je la vis. Parce que les odeurs, là, je les prends tous les jours. Et je vous dis, il y en a assez. Quand je demande aux Africains d'inventer leur parfum, parce que je ne comprends pas que l'Afrique, qui a de si bonnes odeurs, n'ait pas encore inventé son parfum, je leur dis ça aussi. Il y a des odeurs qui vous vont et qui sont civilisationnelles, donc il faut aussi que vous les donniez. Ceux qui savent être parfumeurs, ben, qui nous donnent ça, et puis d'autres choses, des belles couleurs, des beaux tissus, des bijoux, et puis un art de vue. Et je le vis même à la Martinique. Je vais dans une soirée où ce sont nos traditions africaines qui vivent, et je vais dans un endroit où c'est la petite bourgeoisie avec son esprit de compétition, je suis absolument mal. Mais c'est tellement fort, c'est tangible pour moi de mesurer ces deux formes-là. Je dis, oh, mais je regarde les gens vivre dans leur musique, dans leur ci, dans ça. Ils sont gentils, ils partagent, ils s'embrassent. Il y a une espèce de paix. Et je ne suis pas en train d'édulcorer. Je suis très raide, très dure dans ma façon de regarder la réalité. Mais je vous jure qu'il y a ces deux mondes-là. Et c'est pour cela que j'ai dit que dans nos civilisations, nous sommes bicéphales. Il y a la civilisation du maître qui est violente, qui est domesticante et qui est compétitive, qui est méprisante, et puis il y a la civilisation africaine qui nous a été léguée, et que ceux qui ont pu la préserver, eh bien,
se partagent dans des soirées qu'on appelle des soirées bel-air, des rencontres, etc. Et c'est magnifique. Donc moi, je ne vais plus dans les soirées où je dois me fatiguer avec des gens qui sont en compétition, donc qui avancent des titres de docteur, etc. Parce que, voilà, je suis dans l'horizontalité, vous comprenez? Mais ça veut dire que les réflexions qu'on a amenées sur nous, elles sont profondes. Et vous verrez toute la beauté qui ressort, qui émane de nous, eh bien, et sans édulcorer quoi que ce soit, hein, toute cette beauté-là, quand vous avez vécu tout. Hier, j'étais à Rome, je demande un renseignement, la femme me tourne le dos, elle s'en va, je la suis parce que je dis j'ai besoin de renseignement, je veux mon renseignement. Parce que si c'est parce que tu veux pas ma gueule, parce qu'elle n'est pas colorée de la bonne façon, eh bien moi j'ai besoin d'un renseignement, ça c'est ton problème. Eh bien elle se retourne fâchée, je dis donc, c'est bien ce que tu as fait. Tu m'as bien tourné le dos parce que tu ne voulais pas me répondre. Eh bien, je la regarde et je lui dis, voilà la question que j'avais à vous poser. Voilà, pourquoi cette méchanceté gratuite? Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc il y a un tchac, comme on dit, et les questions qu'on a à se poser, c'est d'abord bien comprendre qui on est, faire les comparaisons qui s'imposent, mais surtout savoir qu'on n'est jamais dans quelque chose qu'on a décidé et qu'on suit un modèle dont les dominants ont besoin pour continuer à dominer. Si vous comprenez ça, après vous faites des choix qui s'imposent et qui nous font sans haïr personne, sans vouloir écraser. Et je dis aux gens que j'ai vus avant hier, mais les Noirs ils n'ont rien, ils vous disent qu'ils ont toutes les richesses et qu'ils sont prêts à partager. Et vous continuez à dire que vous voulez tout gratuitement, mais ça ne va pas. À un moment donné, il faudra que vous deveniez raisonnable, adulte. Il faut arrêter. Parce que les agoulogrophales, pardon, aujourd'hui, on dit que, eh bien, tu ne vas plus te goinfrer tout seul. Nous aussi, on veut notre part de goinfrage parce que c'est nous, en plus, qui produisons tout ça pour que vous utilisez gratuitement. Moi, je veux dire, c'est quand même ça. Hein? Ne pas pouvoir imposer le prix de ces matières. Et puis comprendre que, mais nous aussi, les Africains n'ont pas d'électricité, ils ne mangent pas, ils mangent une fois par jour, ils sont dans la misère, ils se prostituent, ils font etc. de choses pour avoir le droit de vivre sur un continent qui est le plus riche au monde. Nous devons concevoir que c'est inadmissible, inacceptable et faire ce qu'il faut faire pour que ça change. Parce que tous les gens ont le droit au bonheur. Surtout quand on vient du cœur, qu'on est au cœur de la richesse dont le monde se sert pour se montrer. Donc voilà, ça c'est une première petite partie. On va voir tout à l'heure. Merci. Avant de faire la pause, je vais expliquer, je vais dire d'autres choses. Avant de faire la pause, je voudrais, pour lever un peu la confusion, hein, quand même, parce que nous sommes dans l'Institut Africamat, nous n'avons rien contre les docteurs, les ingénieurs, etc. Je suis désolé, il y a des gens qui confondent. Nous sommes contre l'albinisme, c'est clair. Nous sommes pour la maths, l'équilibre cosmique, la vérité, la justice. Nous voulons, au contraire, qu'il y ait énormément de docteurs, de toutes les spécialités. Vous savez que pour partir les pyramides, il ne fallait pas être des idiots. Il fallait être mathématicien, physicien, etc. Être brillant partout. C'est l'excellence. Donc nous voulons l'excellence. Nous voulons énormément de docteurs. Mais nous ne voulons pas de l'albinisme. Nous ne voulons pas des gens qui vendent l'Afrique. Vous comprenez? Pour de l'argent, etc. Que ce soit clair entre nous. Merci.